Il était assis au fond de la salle, juste derrière les musiciens. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté, parce que moi, je ne l'avais pas vu. Il y a tellement de monde les soirs de jazz. D'ailleurs, je me fais souvent la réflexion, c'est dans les endroits où il y a le plus de monde qu'on se sent le plus isolé. C'est bizarre, cette solitude au milieu des gens. C'est comme être un peu tout le temps à contre-courant. Son pull jaune. Je voyais qu'elle et son pull jaune. C'était comme un soleil. Mais c'est rare de rencontrer un soleil. Elle me voyait pas, elle était de dos. Mais il y avait quelque chose de magique à ce moment. Tout était beau. La musique, la lumière, les effluves d'alcool. C'est comme si tout avait été fait pour que je la voie. Du coup, quand il est arrivé, j'ai eu un doute. Je sais plus si on se connaissait, si on s'était déjà vu. Alors j'ai pas osé lui demander son prénom, je voulais surtout pas le mettre mal à l'aise. Et puis il a dit... Bonsoir mademoiselle, est-ce que je peux vous offrir un verre ? J'ai souri. Il tremblait un peu, mais j'ai fait croire que je voyais pas, moi aussi j'étais gênée. Mais je le trouvais touchant, il m'a plu tout de suite. Elle riait à tout ce que je disais. Moi je lui parlais de tout, de mes voyages, de mon boulot, de mes parents, de mes conflits avec Dieu. On a même parlé de vie à deux. Plus les minutes passaient et plus je me disais que c'était évident. Vendredi soir, lui et moi, et tout d'un coup on n'est plus seul, et on s'en fout du temps. Et puis, au bout d'un moment, j'ai plus eu envie de me retenir. J'ai posé ma main sur sa joue. J'ai senti ses doigts tout doucement caresser les petits cheveux dans mon cou. Elle sentait bon, j'avais juste envie de la toucher. J'avais qu'une envie, c'est qu'il ose enfin m'embrasser. Cette nuit-là, c'était la nôtre. Dans ma tête, je faisais des prières pour qu'il n'y ait pas de demain. Pas de demain, je suis prête. On s'était Je l'avais rencontré. Je l'ai raccompagné à pied, mais j'ai préféré ne pas monter. Je voulais me comporter comme un amoureux galant. Je pensais qu'on dormirait ensemble, mais si c'est pas ce soir, ce sera quand ? Je suis rentré chez moi et j'ai pensé qu'à elle. C'était devenu une obsession. Je me suis mis à tout imaginer, comme une urgence, comme une prison. Présentation aux amis, parents, mariage, enfants, maison. C'est comme si tout ce que j'avais vécu avant n'avait servi qu'à m'amener jusqu'ici. Mais quand je vais la revoir, est-ce que je vais encore ressentir ça ? Est-ce que je suis prêt à tout changer ? Et qu'est-ce qu'elle va attendre de moi ? Je veux tout. Faire l'amour, partir en vacances, construire notre vie, partir tous les deux, loin, quitter la France. C'était trop fort. C'était trop fort tout ça, ça me fait peur. Je crève d'envie de la revoir, mais je sais que ce sera pas pareil. À partir de maintenant, il n'y a plus rien qui m'arrête. J'ai l'amour au corps. Je me sens tellement vivante. J'aime. Salut Caroline. Je suis désolé, mais c'est mieux qu'on s'arrête là. C'était magique entre nous, mais c'est pas de ta faute. C'est mieux comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a plus de sens si c'est sans toi. L'amour, c'est une question de sens. L'amour est lié au sens, le sens comme une direction qu'on souhaite donner à sa vie, comme un lieu symbolique, métaphorique, vers lequel on se dirige, ou plutôt vers lequel on est happé, malgré soi, sans même pouvoir ni le décider, ni le maîtriser. Un sens qui augure pour soi, lorsqu'on est HPA, du meilleur ou du pire. Bonjour à tous, nous sommes mardi et je vous retrouve pour le 2e épisode des Amours HP. Et dans cette petite introduction, à la forme d'un dialogue amoureux autour d'une rencontre, nous allons partir à la découverte de ce moment-là, de ce moment où l'on tombe amoureux, où l'on rencontre l'autre, et tout ce que ce moment, cet événement engage intérieurement quand on est hyper HPA. Tout ce qu'il engage en même temps d'espoir et de désespoir, d'engouement euphorique, mais aussi de méfiance et de défiance même parfois. Nous en avons parlé dans l'épisode 1, aimer l'autre, tomber en amour, c'est une petite mort de soi. Et alors même que l'amour est une quête centrale, continue et inépuisable qui est nécessaire au profil hyper, ce sentiment d'appartenance qu'il cherche tout au long de sa vie, c'est aussi ce qui lui fait le plus peur. D'abord, parce que l'amour remet tout en cause, parce qu'il déstructure le soi, le présent, les repères, et que la destruction de ces repères extérieurs et internes, qu'il s'agisse de la perspective du meilleur ou de la crainte du pire, est bouleversant pour un HPA qui, de ce fait, souvent, va subir ses amours plus qu'il ne va les choisir, plus qu'il ne va les maîtriser. Mais aussi, parce qu'obtenir ce qui constitue cette quête, la quête absolue de toute une vie,
c'est en même temps en jouir et en même temps le tuer. Et que donc très souvent, inconsciemment, il va s'agir, au-delà même de vivre l'amour, de continuer à s'en garantir la quête. Et nous allons développer tout ça dans cet épisode, parce qu'elles soient investies ou fuient, les amours HP sont en permanence un sentiment, un mouvement, ce sens qui propulse le corps et l'esprit dans une anticipation. Et qui dit être propulsé ailleurs, dit non seulement évaluer cet ailleurs, le confronter à son idéal, mais aussi percevoir alors ses propres frontières. Et on parle de ces frontières multidimensionnelles, physiques, psychiques, émotionnelles, etc. Et c'est cet instant-là qui va générer de grandes réactions. Cet instant de la rencontre qui va générer de grandes réactions que j'ai tenté d'illustrer ici. La première, c'est l'ivresse. L'urgence volubile et passionnée d'y aller, de le vivre. La nécessité. Ou bien la paralysie. Le refus de se laisser happer dans cet ailleurs que soi-même, et la résistance, et le détournement. Quand on est HPA, l'amour, au-delà de l'envie, du désir de le vivre, c'est d'abord une quête, comme un désir, une faim, F-A-I-M, qui, une fois satisfaite, est vouée soit à être addictive, comme une sensation de jamais assez, de encore, de toujours plus, soit à s'éteindre, comme une sensation de faim, F-I-N, d'étanchement, d'assouvissement, d'en être repu. Alors, amour impossible, amour unilatéral, amour distant ou amour complexe, amour passionnel, fusionnel, bouillonnant, pour le meilleur et pour le pire, les amours HP n'ont rien des histoires à la construction lente et raisonnable, en tout cas jusqu'à maintenant, je l'espère, et nous allons essayer d'expliquer pourquoi. C'est une introduction un peu longue et je m'en excuse. Il n'y a pas de petite rencontre lorsqu'on est HP. Soit il n'y a pas de rencontre, on croise des gens et on s'en fiche ou on ne les aime pas. Et dans un autre podcast, on pourra en parler parce que même ces rencontres-là vont générer de fortes réactions. Parfois de haine, de mépris, de dégoût ou même d'une indifférence, mais pas d'une indifférence silencieuse. Une indifférence revendiquée, ostensible, agressante parfois, parce qu'il est quasiment impossible pour un HP de ne pas trancher dans ses rapports. La nuance va souvent s'avérer compliquée ou impossible parce qu'un HPA jongle certes avec une hyper-empathie, mais aussi avec son pendant inverse, avec une forme d'égocentrisme. On va y revenir à l'ego qui intérieurement, malheureusement pas souvent avec l'autre, mais qui intérieurement en tout cas sait se défendre. Nous y reviendrons plus tard dans un autre podcast. En tout cas, quand il y a une rencontre amoureuse, un émoi, un emballement du cœur, alors là, ce qu'il est important et à mon sens fondamental de comprendre, c'est qu'on ne rencontre pas une personne, même si à cet instant, elle nous semble le ou la plus parfaite pour nous, elle nous semble l'unique, la destinée, la révélation. Ce qu'on rencontre et qui nous bouleverse au-delà de l'autre, c'est une possibilité. Une rencontre, c'est une possibilité d'amour. C'est la possibilité d'accéder enfin à ça. Et c'est ce ça qu'on cristallise naturellement sur une personne. On croit aimer ou désaimer un être, car tout en nous nous met sur la piste, le corps, la tête, les émotions. Mais en réalité, ce qu'on aime ou qu'on désaime, c'est l'idée d'amour à travers lui. L'amour qu'on ressent ou qu'on ne ressent plus en nous grâce à lui. Ce qu'on aime ou qu'on désaime, c'est le projet d'amour. C'est l'histoire d'amour qu'on se raconte grâce à lui lorsqu'on le rencontre. Alors on comprend pourquoi, lorsqu'on est HPA, il n'y a jamais de petites rencontres. Il y a soit celle qui change la vie,
C'est l'histoire de ceux qui peuvent dire à chaque rencontre, c'est la femme ou c'est l'homme de ma vie, j'ai jamais vécu ça avant. Mais c'est un sentiment qui à ce moment-là est absolument réel, puisque l'être qu'il rencontre est un être inédit qui donne accès à de l'inédit. Ou alors, il va y avoir des rencontres qui, à l'inverse, vont renforcer ce que moi j'appelle l'homéostasie interne, c'est-à-dire le fait de ne rien bouger en soi, à qui on est. De ne pas aller justement dans cette projection et dans ce projet, soit d'évaluer que ce projet-là ne va pas nous plaire, soit même qu'il n'y ait pas de projet qui soit généré, ça arrive malheureusement, et que donc on va plutôt mettre de l'énergie à maintenir simplement un équilibre interne, que l'amour ou que ce projet-là va venir bouleverser dans le bon ou dans le mauvais sens. Il y a donc d'un côté les HPA dits les toujours amoureux, ce qu'on va appeler couramment les amoureux de l'amour ou les cœurs d'artichaut. Et d'un autre côté, il y aurait les HPA dits les jamais amoureux, ceux qu'on va appeler couramment les handicapés de l'amour, ou dans le langage courant, il y a plein de manières de les définir, ou les fuyants, etc. Mais dans les deux cas, la réaction est différente. Mais dans les deux cas, lorsque l'amour s'invite, c'est avec la même urgence qu'on va soit s'y plonger, soit s'en échapper, en fonction de si ce projet-là nous plaît ou ne nous plaît pas. Ces deux postures-là peuvent évidemment être vécues tour à tour en fonction des histoires et des personnes qu'on rencontre, et des histoires qu'on va se raconter à travers elles. Plus que jamais, un HPA a une telle opinion de l'amour, une telle exigence, on l'a dit, esthétique, spirituelle. C'est l'expression d'un plan plus grand que lui, de sa nature humaine. Alors cette quête-là, cette opinion-là de l'amour fait naturellement, cet idéal de l'amour, fait naturellement qu'on va osciller entre deux postures. On va le dire assez manichéenne en fonction des histoires. Un HPA, ça va être, entre guillemets, et pour prendre un raccourci, toujours, soit le dépendant affectif, soit le fuyant ou le non-amoureux de quelqu'un d'autre. Parce que tout ça est un rapport, c'est une interaction. Et que comme l'amour, c'est cette exigence d'accès à une dimension presque métaphysique, soit l'autre en est un roi ou une reine, soit il va en devenir le traître. Et donc on comprend que la posture du centre, la posture du milieu, la posture du « on verra », la posture du « c'est pas grave », elle n'est pas entendable, elle n'est pas forcément possible pour un profil hypersensible. Avant de continuer la réflexion, je vais approfondir ça juste quelques instants. Si on pose le postulat que l'amour nous projette dans cette anticipation, dans cette possibilité, on peut décemment considérer que ce processus d'anticipation, de projection est naturel chez absolument tout le monde. Sauf que ce processus naturel pour tous va s'avérer chez un profil HPA, on vient de le voir, avec tout ce à quoi il a accès, et on en a beaucoup parlé dans l'épisode 1, ça va être quelque chose de beaucoup plus intense, comme une spirale multisensorielle et multi-intelloceptuelle. Je vais revenir sur ce terme que j'invente totalement, parce que spécifiquement, à travers ça, ce processus naturel va venir littéralement happer l'entièreté de l'être, toutes les dimensions de l'être, du HPA, qui va alors éprouver non pas la rencontre en elle-même, comme j'expliquais il y a un instant, mais tout ce qui y est ramifié, tout ce qui en découle, ou pourrait en découler, ou ce qu'on aimerait, ou ce qu'on craindrait qu'il en découle, et tout un tas de possibilités, et ce dans les moindres détails. Et ça, cette hyper-extrapolation émotionnelle et mentale d'un événement détermine quasiment immédiatement si la rencontre sera celle du meilleur ou du pire. Et souvent, paradoxalement, c'est les deux.
Un HPA a cette capacité que je vais encore développer dans plein d'autres podcasts, à tout remettre en doute tout le temps, à tout remettre en perspective. Et évidemment, du coup, quand on est comme ça, on change souvent d'avis au gré de la réalité qu'on visite, au gré de la possibilité qu'on imagine. Et du coup, je reviens juste un instant sur ce terme d'intelloception que j'invente, parce qu'il est, à mon sens, extrêmement important quand on parle du profil HP, et il est absolument central. Et ce sera toujours développé en toile de fond dans mes explications. Quand on est HP ou hyper, nous avons nos 5 sens qu'on connaît. L'odorat, le goût, la vue, le toucher, l'ouïe. Mais on va ajouter aussi la proprioception. La capacité à sentir, à ressentir sa chaîne musculaire, son corps en tant qu'il est un système mécanique. On ajoute aussi l'interoception. Sa capacité à ressentir précisément ses organes internes. Par exemple, le pouvoir de savoir de manière précise à quel organe on a mal, dans une sorte d'accès, de dialogue avec son interne. On peut même savoir si c'est une douleur somatique ou causée par autre chose. C'est ce fameux qu'on peut dire assez facilement quand on est HP, j'ai le plexus bloqué, ou j'ai mal à l'estomac, ou j'ai mal aux intestins, au lieu de génériquement dire j'ai mal au ventre. Vous voyez, il y a vraiment cette capacité à identifier avec une extrême acuité son schéma interne. Eh bien, c'est exactement ce principe d'hyperacuité des perceptions, du coup, que je propose, moi, dans l'idée d'intelloception. C'est-à-dire, ce serait cette capacité, cette perspicacité, cette finesse à identifier, à sentir et à imager, même pourquoi pas, son schéma de pensée, son schéma d'idée, son schéma mental, la manière dont les pensées s'organisent, se créent, s'auto-nourrissent, se développent et grandissent jusqu'à créer un embouteillage. J'en reparlerai en toile de fond dans d'autres podcasts. Alors on sent bien que quand ce sont de belles pensées, ça ne va pas donner la même chose que lorsque ce sont des pensées anxiogènes. Exactement comme ce dialogue amoureux que je vous ai proposé en introduction du podcast, on pourrait dire que simplement un HPA aurait cette capacité d'accéder, d'avoir conscience à et de pouvoir même observer son propre cloud, son propre algorithme de pensée. Et du coup, d'y réagir. Si la pensée est considérée comme un algorithme, il y a, en permanence et simultanément, toujours plusieurs possibilités. Et c'est l'histoire dont beaucoup d'HPA vont souffrir, c'est-à-dire que les autres, le monde, qui n'a pas accès à ce type de perception de soi-même, va lui reprocher d'être instable, inconstant, inconsistant, d'hésiter, de ne pas savoir ce qu'il veut. Mais comment savoir ce qu'on veut quand tout est possible en même temps, le meilleur et le pire? On en reparlera, parce que ça donne soit des conduites impulsives en amour, soit des procrastinations. Nous en reparlerons. Mais trêve de digression, pour en revenir à notre rencontre, on voit donc bien que ce système-là, d'intelloception, de proprioception et de tous ces sens en éveil et cette spirale sensorielle, mentale et cette multidimensionnalité dont on a parlé dans l'épisode 1 crée de l'impatience, mais aussi un immense ego. Et tout de suite, je clarifie ce terme ego, parce que beaucoup de courants du développement personnel et aussi de spiritualité New Age veulent absolument tuer l'ego. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego, c'est le protecteur, alors parfois guerrier, de l'intégrité, le protecteur de l'identité. Ego, c'est une puissance, un mouvement en moi qui me protège de la destruction par autrui ou par l'extérieur, qui me protège de la destruction de ce que je suis. Et dans la complexité HP, il y a en même temps un fort ego, puisqu'il y a une nécessité à se protéger d'autrui qui par nature me sort de moi.
Et il y a en même temps, simultanément, une immense défaillance de l'ego qui est douloureuse. Parce que ce même autrui, j'ai besoin qu'il m'aime. On raccroche les wagons avec l'épisode 1. Et c'est souvent du coup pour ça qu'on va parler, chez le profil HP, d'immaturité émotionnelle. Alors à juste titre, mais pas du tout dans le sens péjoratif du terme en réalité. Je m'explique. Quand on est enfant, la construction de l'estime de soi et donc de l'ego, c'est-à-dire sa capacité à savoir quand on est agressé ou pas, va passer entre autres par la satisfaction de ce qu'on reçoit de l'autre. Par exemple, la maîtresse qui me valorise en me donnant un bon point. Mes parents, évidemment, ma mère, mon père, qui m'aiment et qui me félicitent si j'obéis, si je fais ce qu'ils me demandent, si je suis parfait pour leur plaire. Et puis plus tard, ce système-là de validation, je vais le reproduire normal, puisque c'est ce qui a été appris avec mes camarades, et plus tard avec mon patron, et plus tard avec mon amoureux, mon amoureuse. Ma valeur, ma capacité à être aimée, repose sur un mécanisme, un rapport entre le faire ou le donner et le recevoir. Et quand on est enfant, c'est un apprentissage qui est nécessaire. Aussi parce qu'on ne vit pas seul, on vit dans la société. Et que du coup, c'est une manière primaire, une manière primitive de rentrer en relation avec l'autre et d'en tirer un bénéfice ou un non-bénéfice. Et c'est ce rapport-là, cet apprentissage-là, qui reste souvent prépondérant encore à l'âge adulte chez le HPA. Cette idée de devoir être satisfaisant pour être aimé, cette idée de faire bien ou de donner pour être aimé. Et on va aller un petit peu plus loin. Quand on est enfant, c'est facile. Alors parfois plus ou moins, mais en tout cas, on comprend comment ça marche. Et c'est formidable, parce qu'on va acquérir à ce moment-là un sentiment de compétence, mais aussi un sentiment de toute puissance. Je fais ce qu'il faut, donc j'obtiens l'amour. C'est la maîtrise, alors. C'est la sécurité, alors. Ensuite, normalement, il devrait y avoir un stade, peut-être le stade adulte, où on apprendra à recevoir de l'amour même en étant imparfait, même en étant insatisfaisant, juste parce que ça deviendra une normalité. Mais du coup, la manière dont transactionne, entre guillemets, un HPA en amour, c'est souvent encore et toujours un peu sur le mode de l'enfant. Et ça n'est pas un hasard si le champ thérapeutique, aussi large soit-il, va nous parler souvent de cet enfant intérieur. Parce qu'il y a là un blocage ou un immobilisme à ce stade. Je donne, je fais et j'attends de recevoir. Et si je ne reçois pas, je me dévalorise, etc., etc. Ce sera le sujet de l'épisode 3 des Amours HP que je proposerai mardi prochain. Mais on comprend alors pourquoi on lie souvent la dépendance affective avec l'hypersensibilité. Et pour clôturer cette question de l'ego, on voit bien qu'il est finalement assez malmené dans cette configuration interne, puisqu'il va affronter nécessairement des rejets et des abandons. L'autre, adulte, quand on est un adulte dans un rapport amoureux, on rencontre des adultes, n'est plus là et ne sert plus à me récompenser. Donc je suis en souffrance. Et si jamais ce sont encore deux enfants qui se rencontrent, alors nous serons tous les deux dans cette même quête. Mais il va être nécessaire dans un cas comme dans l'autre, en fait, de faire le deuil de son fonctionnement parce qu'il amène obligatoirement à l'échec amoureux. Je m'explique. Combien de HPA vivent des configurations où je ne suis pas aimée, donc je souffre atrocement, mais quand je suis aimée,
je pars, ou je m'ennuie, ou je trompe, ou pire, je suis méchant avec l'autre, ou je tombe dans la différence, ou je change de partenaire, etc., etc. Eh bien, tout ça est extrêmement lié. Tout ça sert à maintenir de manière inconsciente, évidemment, cette transaction juvénile du donner pour recevoir. C'est une manière inconsciente, évidemment, de maintenir cette belle et immense quête amoureuse qui s'inscrit dans ce système de récompense. Alors quand deux personnes comme ça se rencontrent, les HP, l'une des deux va nécessairement être privée de sa quête d'être satisfaisant, puisque celui qui l'aime lui ôte cette quête en l'aimant. Et cette quête fondamentale, puisqu'elle est instinctive, issue d'un apprentissage de l'enfance, étant donné qu'elle est ce qu'on cherche, eh bien lorsqu'elle n'est plus possible, on s'en détourne, et en faisant ça, on renforce ainsi la quête de l'autre. Et on rentre dans des relations d'amour souffrantes. Je vais un peu vite, mais j'espère que vous comprenez ce mécanisme. Dans le langage courant, c'est l'histoire de « je te fuis, tu me suis ». C'est quelque chose d'immature, structurellement parlant, mais qui va être co-construit par les deux amoureux. Et ce qui était important pour moi, là, c'est d'amener, je l'espère, une compréhension de tout cela, parce que lorsqu'on comprend, ça ne le rend plus immuable, et ça ne le rend plus subi. C'est un jeu de posture, l'amour aussi. Mais un jeu multidimensionnel, à l'image de tout ce qui a été balayé dans ce podcast de quelques minutes. C'est comme un immense puzzle desquels toutes les pièces sont raccrochées. Mais pouvoir les identifier une à une et les raccrocher l'une à l'autre permettent d'avoir une vision d'un tableau et de décider ce qu'on va en faire et de décider si on le trouve beau ou pas. Aimer, parce que l'autre nous en a fait la promesse inconsciente et silencieuse au moment où il a accepté de plonger ses yeux dans les nôtres. L'aimer parce que cette rencontre, c'est comme un langage muet qui dit la suite, tout ce que j'ai à gagner, à vivre, et parfois aussi tout ce que j'ai à perdre. La rencontre, c'est toujours le point de départ de tout ce vers quoi on se meut infiniment, du premier au dernier souffle. La rencontre, c'est l'accès au paradis sur terre en étant encore vivant. C'est plus beau, plus fort, plus intense que la vie elle-même. Aimer, c'est le nous. Aimer, c'est moi, complété par le toi. Aimer, c'est le monde, c'est l'éternité. Mais la rencontre, c'est une éternité soumise à l'éphémère d'un moment, d'un regard ou d'un sourire, à l'éphémère d'une nuit parfois, de quelques jours, de quelques semaines, et puis parfois simplement à l'éphémère de sa pensée, de son intelloception. La rencontre, c'est juste une promesse, un prémisse, un mouvement, et la rencontre qui dure et qui se transforme en histoire, c'est celle où on apprend à connaître l'autre, à ne plus faire couple seul avec ses propres désirs, ses propres besoins, ses propres pensées et ses propres apprentissages. Ce n'est plus comparer l'autre à nous, à ce qu'on veut vivre ou ne pas vivre. Ce n'est plus ni en faire la clé, ni le geôlier. Une rencontre qui se transforme en histoire, c'est accepter que ce que l'autre a à nous apprendre est autre chose que tout ça. Un jour, il y a celle ou celui avec qui on voudra apprendre à ne plus être que soi, et ce au même moment, simultanément. On voudra ensemble apprendre à être quelqu'un d'autre, parce que tout ça aura alors enfin du sens. Saint-Exupéry disait « S'aimer, c'est regarder dans la même direction. » Et des directions
il y en a autant qu'il y a d'êtres humains pour aimer. Alors, amoureux hyper et amoureux de tous bords, réjouissez-vous, l'amour est partout. Il faut du courage pour aimer, mon amour, crois-moi. crois-moi. Et tout Tout deviendrait deviendrait possible possible si seulement, si seulement tu cessais de te battre contre moi. toi.